Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, salut à tous, bienvenue à cette émission spéciale consacrée exclusivement à la situation au Niger, née des événements du 26 juillet 2023 avec l'arrivée au pouvoir, comme vous le savez, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Au cours de cette émission, la thématique sera plutôt une interrogation, la refondation de l'État du Niger à travers un nouveau système de gouvernance. C'est cette thématique, c'est cette interrogation que nous allons discuter avec notre invité spécial qui est sur ce plateau. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, si je vous connais, pas assez, mais les téléspectateurs doivent vous connaître. S'il vous plaît, veuillez accepter de vous présenter à nos téléspectateurs. Permettez-moi de saluer le peuple nigérien qui nous a rendus fiers de par son comportement depuis le 26 juillet jusqu'à date. Je suis Bertin Kouvi, je suis béninois, psychologue de la communication, économiste fondamentaliste. J'ai été candidat aux élections présidentielles du 6 mars 2016 que je n'ai pas gagné et je suis quelqu'un qui aime l'Afrique. Merci, docteur Bertin Kouvi. Vous êtes donc un béninois. J'ajouterai que vous êtes un farouche soutien du président Patrice Talon, président de la République du Bénin. Mais qu'est-ce qui explique que sur le dossier Niger, vous êtes, à travers vos audios, vos prises de position, vos émissions, aux antipodes de la position du président Talon? Qu'est-ce qui l'explique? Pourtant, vous êtes son soutien, comme je l'ai dit. Alors, les Béninois diront qu'en 2021, sans me jeter trop de fleurs, mais enfin, j'ai apporté beaucoup à la réélection du président Patrice Talon. Après avoir été durant 5 ans son opposant farouche, j'ai fait 6 mois de prison parce que ceux qui travaillent autour du président m'ont fait arrêter. J'ai fait 2 ans d'apatridie, 5 ans d'exil. Et par la suite, je me suis dit, en politique, c'est le dialogue. Dans l'intérêt supérieur du Bénin, il faut que je dialogue avec mon adversaire. Et je suis rentré, nous avons dialogué, on a trouvé une façon de calmer le jeu politique au Bénin. Donc je soutiens le président Patrice Talon. Mais ceci étant dit, mon soutien est plus fort pour la fraternité. L'histoire qu'il y a entre le peuple Zarma et le peuple du Niger en général, et le peuple Bariba, dont maternellement je suis d'abord. Le peuple Bariba, pour les Nigériens, précisez, c'est c'est le peuple, c'est-à-dire c'est à partir de Parakou jusqu'à Kandi. Et pour nous, à partir de Kandi, vous avez le peuple d'Indi qui commence à Malanville, Karimama, Kamba, qui est au Nigeria. Tout ça. Voilà. Et vous avez Gaïa. Donc, ce lien-là fait que le Bénin, quelles que soient les raisons qu'il y a au Niger par ailleurs, ne peut pas se battre avec le Niger. C'est-à-dire, je ne veux pas savoir si le Niger a tort, mais il n'y a aucune raison au monde qui puisse justifier que nous, Béninois et Nigériens, nous nous retrouvions en train de nous battre. Et ici, au-delà même de se battre, les décisions sont des décisions d'aller faire la guerre au Niger. Je vais vous faire une confidence. Si jamais l'armée nigérienne lançait une section étrangère pour venir combattre aux côtés du peuple nigérien, vous aurez plein de Béninois qui viendront s'enregistrer. Ceux qui veulent faire la guerre au Niger ont donné leurs raisons. Ils ont dit qu'il y a une rupture démocratique au Niger. Aucune raison, je vous ai dit. Ça ne m'intéresse pas le motif. Aucune raison ne peut justifier que le Bénin s'associe à une guerre, ou bien même quand ils disent une opération militaire spéciale au Niger. Ce n'est pas possible. Parce que nous allons écouter les dents et la langue qui sont condamnés à vivre ensemble, à des moments de se mordre, mais ne se font jamais la guerre. Absolument. Donc le Bénin et le Niger ne peuvent pas entrer dans une telle aventure. Donc je me suis opposé à ça parce que je me suis dit certainement le président Patrice Talon est sous pression de ses frères, de ses pères, et il ne pouvait pas exprimer sa propre volonté. Et il fallait que son peuple s'opposât à cette décision commune
afin que lui-même se rende compte que son peuple s'étant opposé à ça, il revienne à la volonté de son peuple qu'il a élu. Alors, s'il ne doit pas faire la guerre, vous l'avez dit, vous êtes un proche, il peut quand même intervenir pour qu'au moins les sanctions soient allégées, que la frontière Bénin-Niger soit ouverte à titre humanitaire pour permettre aux marchandises d'arriver à la population nigérienne. Et vous avez totalement raison. J'étais à l'étranger et je faisais tout ce que je faisais. Je suis rentré. J'ai fait même une émission sur une télévision, l'une des meilleures sur la place béninoise, Canal 3 Bénin. Et j'ai déjà pris des dispositions pour échanger avec le peuple d'Indi. Et le 7 prochain, Inch'Allah, nous faisons une manifestation de soutien au président Patrice Talon. Et pendant cette manifestation-là, nous dénoncerons l'UEMOA qui dit avoir fermé la frontière. Parce qu'au fait, il y a un jeu de langage où on dit que ce n'est pas le président Patrice Talon qui a fait ci, ce n'est pas Ouattara qui a fait ça, ce n'est pas Tinubu. Pour d'aucuns, on dit c'est la CEDEAO. Et après, on dit c'est l'UEMOA. Je vais mettre à l'épreuve ces institutions-là en invitant les populations à sortir, à nous aider à dire au président que, quoique le soutenant, nous lui demandons de nous ouvrir cette frontière-là. Parce que je vais vous dire une chose, ce n'est pas le Niger qui souffre même. En réalité, on s'est tiré une balle dans la tête, nous-mêmes Béninois. Mais les Béninois en souffrent plus que le peuple. Je préfère la tête dans le pied. Pour le moment, le Bénin vient encore, parce que si c'est dans la tête, c'est fini. Ah, mais on n'est pas loin, on est à l'agonie. Regardez le port. Voici un port dont l'activité, 60-80%, c'est le Niger. Et ce port n'est plus fonctionnel. Donc, voilà. Et nous sommes en train de travailler pour que le président, Patrice Talon, viole la décision collective de l'UEMOA, de la CEDEAO, et lui ouvre sa frontière. Mais il a besoin de voir que son peuple s'est opposé. Son peuple s'est exprimé afin que cela lui donne la force de dire aux autres, moi j'ai été élu par mon peuple, et je suis seulement redevable à la volonté de mon peuple. J'ouvre ma frontière. C'est cet exercice-là que nous allons faire très prochainement. Alors, on verra. Votre manifestation, c'est le 7. Inch'Allah. À la frontière à Malanville, à la frontière Bénin-Niger. Oui. D'accord. Alors, docteur, clairement, en vous écoutant, on le confirme que vous êtes un ami du Niger, vous êtes un ami de la fraternité africaine. Alors, il y a eu un changement au Niger. Dans tous les cas, ce coup de force qui est arrivé consacre le changement d'un système politique parce qu'il y avait des autorités civiles qui sont aujourd'hui déchues, remplacées par des militaires à travers le CNSP et un gouvernement de transition qui est mis en place. Mais ce n'est pas la première fois que ce genre de changement arrive au Niger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel nouvel paradigme il faut avoir pour gouverner l'Afrique, pour gouverner le Niger? Alors, moi, le changement qui est venu aujourd'hui, pour que les Nigériens en profitent, pour que tout le sacrifice que le Niger fait aujourd'hui, la résilience dont fait montre le peuple nigérien, qui, malgré qu'on l'ait empêché d'avoir de médicaments, de nourriture et tout le reste, parce que bloqué à la frontière, les sanctions scélérates et injustes, a continué de soutenir son peuple et ses leaders, le CNSP, pour que ce ne soit pas un sacrifice vain. Il faut que désormais, les nouvelles autorités construisent une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Et il faut, en effet, que l'homme soit au centre de toute action politique. Que le bien-être de l'individu d'abord soit ce qui préoccupe dans toute décision économique. C'est ça politique. Le développement à visage humain dont vous parlez. C'est ça le développement à visage humain. Vous savez, on peut bien construire des routes, on peut construire des gratte-ciel avec un peuple qui mange dans la poubelle. Mais j'ai entendu que le Niger, et c'est de ça que se prévaut Macron, que le Niger a connu une croissance à 2 chiffres, et on dit même 16%. Est-ce que le Nigérien lui-même se rend compte de l'amélioration de sa condition de vie? Non. Donc, ça ne sert à rien. Et il y a un modèle économique, un plan de développement qui, mis en œuvre, peut permettre d'avoir un développement qui permette à chacun. Et ça commence au village. Parce qu'un développement qui n'impacte pas chaque village, où c'est seulement en ville que le développement se trouve, n'est pas un développement. Il faut par exemple que le Nigérien, que le travail du Nigérien soit ce qui nourrit le Nigérien. J'ai entendu les 3 N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ça, c'est un slogan. Ça ne suffit pas.
Pour vous, il n'y a pas eu d'impact sur le terrain du programme 3N au Niger? Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas justement su ce qu'il faut faire pour y parvenir. Ce n'est pas un slogan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Incantation. Citez-nous ce qu'il faut faire. Madallah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'État, pour construire les routes, n'est-ce pas que c'est l'État qui le fait? Les hôpitaux, c'est l'État, non? Il faut que l'État aménage, viabilise les terres agricoles au Niger. C'est à l'État d'investir dans l'aménagement des terres agricoles. Vous proposez à l'État de s'accaparer les terres L'État ne s'accapare pas des terres. L'État doit investir à aménager, viabiliser les terres. Les terres appartiennent forcément à des communautés. Les terres appartiennent à des villages ou bien même à des privés. Mais souvent, ces privés-là n'ont pas les moyens de défricher, de couper les arbres, de dessoucher, de déniveler. Il doit avoir un fonds qui permette de le faire à crédit et de mettre ces terres-là à disposition des agriculteurs qui produisent et qui remboursent l'investissement initial. Ce qui va permettre à ce que toutes les terres qui sont entre Gaïa et Dosso, un peu au-delà, soient des terres agricoles. Et ces terres-là vont permettre justement d'accroître la production vivrière au Niger. Si le Niger ne dépendait pas de l'étranger pour avoir de la nourriture, on aurait bien fermé la frontière que le Niger ne le sentirait pas. Je parle d'économie fondamentale et si vous allez sur les réseaux sociaux, surtout sur Google, vous verrez que j'ai eu le premier prix en Russie en 2014 au Forum économique Euro-Asie et l'Afrique, dont je suis expert, et c'est moi qui j'ai proposé une telle démarche aux Russes pour mettre fin à la sanction alimentaire qui leur était imposée. Et aujourd'hui, après 5 ans d'exercice, c'est la Russie qui exporte désormais la nourriture. La première richesse du Niger, ce n'est pas l'uranium, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole. Ce sont ces terres agricoles et sa population très jeune prête à travailler. On va en parler, mais on va parler un peu quand même, on va rester dans le volet économique. Vous avez certainement suivi le Premier ministre du Niger, le Premier ministre de la Transition hier, à l'occasion d'une conférence de presse, a parlé de la dette du Niger. 5 200 milliards de francs CFA de dette, dont 3 200 milliards de dettes extérieures et 2 000 milliards de dettes intérieures. On peut s'évanouir en écoutant ces chiffres. Alors, le Premier ministre, pour qui j'ai un profond respect, n'est pas allé dans la structure de la dette, ce qui m'empêche de l'interpréter. Mais maintenant, de loin, je voudrais quand même me permettre d'avoir une idée. Mais le Niger est devenu un émirat pétrolier. Il y a des investissements qui sont faits, mais c'est à cause de plusieurs milliards de dettes. Mais ces dettes-là ne produisent pas de résultats aussitôt. Mais sur 20 ans, sur 40 ans, ça va forcément améliorer la condition de vie des Nigériens. Donc vous trouvez que cette dette est justifiée? Non, je ne dis pas que c'est justifié. Je dis qu'il y a des dettes structurelles. Il y a des dettes structurantes par rapport au fait que le Niger devient un pays pétrolier. Le pipeline qui doit quitter le Niger pour le Bénin, c'est une dette qui finance cela. Donc il y a cette part de dette. Mais maintenant, la dette qui m'inquiète, c'est la dette plutôt intérieure. C'est la dette à l'égard des Nigériens. Comment un pays a pu avoir un gouvernement a pu avoir 2000 milliards de dettes par rapport à la dette intérieure. Ça voudrait dire que l'État, en fait, a ponctué l'argent de la poche des opérateurs économiques nigériens et on les a empêchés d'en avoir accès. C'est la dette intérieure qui doit vous préoccuper d'abord. Ça voudrait dire il y a plus de 2000 milliards qu'on a pris des entreprises qui ne leur ont pas été payées. Cela dénote d'une mauvaise gestion. C'est une mauvaise gestion, en fait. Parce que la dette intérieure détruit plus l'activité dans le pays que la dette extérieure. Souvent, la dette extérieure, ceux qui vous la font ne sont pas bêtes. Ils vous accordent une dette en tenant compte de votre capacité de rembourser. Ils donnent la dette en investissant sur un projet quelconque. Ça peut être par exemple une dette qu'on vous donne pour dire que vous produisez l'uranium, que vous ne mangez pas et que dont vous n'avez pas accès ou bien que vous ne profitez pas directement. Donc oui, la dette extérieure est facile à gérer. C'est souvent pas de la dette pourrie. Mais c'est la dette intérieure qui m'inquiète et qui dénote d'une mauvaise gestion
de l'économie publique et de l'économie du Niger. D'accord. Merci pour toutes ces précisions, docteur. Alors, on va aller sur le volet, on va revenir sur le volet politique. J'ai cru entendre dans vos différentes interventions que vous invitez le président de la transition à prêter serment. Alors que vous êtes conscient, vous avez été candidat à une élection présidentielle ici au Bénin, vous n'avez pas concouru avec des militaires, et vous demandez à un militaire de prêter serment en dehors de tout instrument juridique. Pourquoi? Je voudrais vous rassurer et rassurer tout le monde que par principe, je condamne tout coup d'État, que cela soit civil ou militaire. Et d'ailleurs, il n'y a jamais même eu de coup d'État civil. Même quand ce sont des civils. Même les troisième mandats, ce ne sont pas des coups d'État civils? Non, c'est des coups d'État militaires. Car cela réussit grâce à la force militaire, au fait. Pour que le civil impose sa volonté à son peuple, à son opposition, mais il s'adosse aux militaires. Donc, il se sert de la force publique pour mater toute opposition à cette tentative de troisième mandat. Donc, il n'y a pas de coup d'État civil. Il n'y a que de coup d'État militaire. Par contre, il y a des coups d'État militaires au profit d'un civil, et c'est ça que vous appelez le coup d'État civil, et il y a des coups d'État militaires où les militaires s'assument eux-mêmes. On est d'accord sur les coups d'État, mais quand vous demandez à quelqu'un qui a fait un coup d'État de prêter serment, dites-nous sur quelle alchimie, à travers quelle alchimie politique, à travers quel instrument juridique. Très bien. Vous prenez, pour exemple, le cas gabonais. Oui, mais en fait, il faudrait que vous sachiez que prêter serment n'est pas forcément la conséquence d'une élection, ou bien ce n'est pas la suite d'une élection dite démocratique, ou bien même tout ce que vous voulez, qu'on doit prêter serment. L'acte de prêter serment, c'est un symbole de prise de pouvoir. Et le général Tchiani, pour qui j'ai un profond respect, je lui conseille, ou plutôt je lui suggère, de prêter serment devant le peuple nigérien, devant les mânes des ancêtres du Niger, et devant Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est cet acte symbolique qui va le mettre dans la posture du président et mettra fin à toute velléité. Bazoum n'a pas démissionné, il est toujours président. Eh bien, il n'y aura plus de Bazoum, prétendument président qu'on veut réinstaller. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été élu qu'il ne peut pas prêter serment. Au contraire, la belle preuve, il n'a pas été élu. Mais quand les Français voulaient rapatrier leurs concitoyens, ils sont bienvenus voir le CNSP pour demander une coopération militaire, sécuritaire pour que leur population puisse partir. Donc la France a déjà reconnu l'autorité du CNSP. De toute façon, il y a un pouvoir de fait. Il faut faire avec. Mais pour que ce pouvoir-là soit légitime, il lui faut un acte symbolise de prise de témoin, de prise de pouvoir. Je vais vous donner un exemple. A-t-il besoin, avec tout ce soutien populaire, le peuple nigérien ne demande pas au général Tchiani de prêter serment? Mais c'est justement... Mais il le soutient clairement. C'est parce que le peuple le soutient qu'il doit avoir l'acte spirituel, l'acte fondateur, l'acte qu'il faut pour montrer au monde et aux manes des ancêtres, les Seni Kounché, les Ali Cheibou, et tous les anciens qui ont été présents avant lui, les Amani Diori, vont venir l'habiter ce jour dans le serment qu'il fait. Même les anges viendront, les djinns viendront assister à cette cérémonie-là. C'est capital. Et là, il prend le témoin. Je vais vous donner un exemple. Dans une mosquée, quelqu'un qui fait une bonne étude coranique, on le choisit pour être imam. Mais on lui met le turban, n'est-ce pas? Oui. On lui met ce que vous appelez le lawal. C'est pas ça? Mais c'est exactement la même chose. Qu'il ait fait un coup d'État et encore que ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution populaire. Au Niger, il n'y a pas de coup d'État. Voici une situation où il n'y a même pas une seule balle de tirée. Le président est encore libre, il grossit même. J'ai vu Bazoum dehors. La dernière fois, il dit, mais tiens, mais il est plus gros que quand il était président. Donc, ça, il mange bien, il se repose bien. Mais les militaires l'ont expliqué. Il est détenu dans des conditions humaines. Mais oui, mais c'est pour ça, ce n'est pas un coup d'État. Quand vous regardez le général Tchiani, la première image que j'ai vue à la télévision, il était un peu joufflu. Regardez-le aujourd'hui, il maigrit déjà parce qu'il porte le poids du Niger. Donc ce sont eux qui souffrent. Il faut humblement, mon général, je suis votre frère, votre enfant certainement, je vous conseille de prêter serment. C'est un acte symbolique. D'accord.
C'est surtout... Maintenant, nombreux vont dire, oh, comment ça va se faire? Nous pouvons, dans un échange particulier, ma foi, lui dire, c'est pas à la télévision qu'on va dire à un chef ce qu'il faut faire. On va lui donner la méthode. Des propositions. On va lui donner la méthode par rapport... D'abord, nombreux disent, oui, mais la Cour n'est plus là. Mais qui dit que c'est la Cour? La Cour est partie, elle est partie. Il doit prêter serment comment, concrètement? Dites-nous, devant qui? Madame là, il prend lui-même, par exemple, et puis il prend des décrets. Il a nommé des préfets, il a nommé d'autres. Eh bien, il va nommer un collège de sages, de personnes représentatives de l'opinion. De toute la société de nigérienne. toute la société devant qui il va s'engager. Et ceux-là qui reçoivent, ma foi, son serment, il y aura le peuple nigérien qui est déjà dehors, qui va assister à la cérémonie, et il dit, moi, général, si, ça. D'ailleurs, il a même fait, dans son discours programme, en fait, où il a, de 26 minutes, où il a fait référence à tous les anciens rois et à tout le peuple nigérien. Tout à fait. C'était déjà un acte symbolique. À la différence que ça n'a pas été fait dans la forme d'un serment. Il faut qu'il le fasse. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. On va parler un peu des richesses du Niger. Le Niger aujourd'hui est un pays immensement riche, notamment à travers l'uranium, le pétrole, d'autres mines. Et une fois, vous avez parlé de la mine de charbon de Salkatamna. Et vous insistez là-dessus, vous pensez que l'exploitation de cette mine peut changer les choses au Niger, alors que les Nigériens n'ont pas vu d'impact à travers l'exploitation de l'uranium. Alors, je connais ce projet depuis 2007. Très rapidement, docteur. Oui, je connais ce projet depuis à la fin de l'émission. Je connais ce projet depuis 2007. Et j'ai des documents sur le projet sur lesquels je travaille avec la société qatari, la société nationale du gaz, au niveau du Qatar, à qui j'ai introduit ce projet de mine, parce que le Niger a besoin de produire de l'électricité. D'accord. Et à partir de la mine de charbon, on va produire de l'électricité, on va produire des briques de charbon pour faire la cuisine, pour que les Nigériens cessent de couper les arbres dans un pays pratiquement désertique. On va, à partir du charbon, produire du gaz. Oui. Et à partir de ce gaz-là, produire de l'engrais. Donc, c'est un projet sur lequel je travaille. Et si Dieu le veut, j'irai au Niger rencontrer les nouvelles autorités. D'accord. Et prendre rendez-vous avec le Tchèque qatari qui vient rencontrer les autorités béninoises pour des projets. On viendra aussi au Niger dans le cadre de ce projet. Moi, en tout cas, il faut que le Niger se donne l'autonomie au niveau de l'énergie. Oui. C'est indispensable. Aujourd'hui, on le constate avec la coupure de la frontière en électricité par le Nigeria. Les populations nigériennes sont en train de souffrir. Et le Nigeria, c'est-à-dire, le Nigeria vient de tuer toute possibilité de coopération dans la CEDEAO. Je vous dis, on est à la fin, mais je vais quand même vite vous parler. Mais ma foi, c'est en 1960-61, le Niger voulait construire son barrage. C'est le Nigeria qui est venu pour dire, si vous construisez là, nous, on ne pourra pas construire pour nous, l'eau ne pourra pas venir assez vers nous. Laissez-nous construire et on vous fournir l'électricité. Quelles que soient les raisons, le Nigeria ne peut pas se permettre de couper un bien qui est en individu. Ce barrage-là appartient et au Niger et au Nigeria. Tout exact. Ça a été une erreur capitale, monumentale. Merci beaucoup. En tout cas, ce n'était pas une erreur de réaliser cette émission spéciale avec Dr Bertin Kovi. Voilà, il est président de l'Alliance Iroko, c'est ça? Ça, c'est mon parti politique. Je suis président de l'Alliance Iroko. Je suis allé aux élections avec ce parti politique. J'ai 3 sociétés. Une société Africa Power Supply Solutions qui produit l'électricité. C'est avec ça d'ailleurs que nous travaillons sur le projet électricité avec les mines. J'ai une société équipement électrique et j'ai une société agri-mécanique qui fait l'aménagement viabilisation des terres agricoles et nous travaillons à lever des fonds pour travailler dans ce sens-là. Merci docteur. Le croyant que je suis souhaite que toutes ces sociétés puissent impacter sur la vie des Nigériens, impacter sur la vie des Africains et participer au développement de l'Afrique. C'est la fin de cette émission spéciale avec Dr Bertin Kovi. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a accompagné à préparer, à vous présenter cette émission spéciale. Au revoir.